Maintenant, ce qui suit, une autre conférence sur les centres de tri de CRD, perspective d'avenir des matériaux complexes et résidus de criblage avec Martin Bureau. Alors, à l'emploi de Sanexen depuis 2013, Martin Bureau est vice-président innovation et dirige le service de la recherche et du développement ingénierie. Ses principales responsabilités consistent à appuyer la croissance de l'organisation par le développement et la commercialisation de nouveaux produits et procédés. Il œuvre aussi comme expert en développement de procédés et en fabrication pour les besoins de Sanexen. Martin a un solide bagage comme gestionnaire en R&D et en ingénierie d'équipes multidisciplinaires depuis plus de 20 ans, au cours desquels il a démontré sa vision, son leadership et sa compréhension approfondie dans le développement de procédés de fabrication industrielle, en particulier dans l'industrie de la construction et du transport terrestre. Alors, pour vous dire ce qui s'en vient, bien, les résidus CRD contiennent de nombreux matériaux complexes, dont les résidus fins de criblage. L'hétérogénéité du matériel et sa composition chimique limitent présentement le nombre de sites de disposition qui peuvent accepter ce matériel, qui devient une problématique importante pour l'industrie des centres de tri. Sanexen a réalisé plusieurs études de caractérisation des matériaux CRD et d'évaluation de leurs propriétés physico-chimiques afin de trouver des débouchés pour ces matériaux CRD afin d'aider les centres de tri à valoriser ces résidus dans une optique d'économie circulaire. Les solutions de biotraitement de ces matières résiduelles et surtout de débouchés des matériaux CRD qui ont été identifiés, développés et validés expérimentalement seront présentées. Alors, Monsieur Bureau, on vous écoute. Merci beaucoup, Christine. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui en présence au Château Bromont, mais virtuellement à vos locaux ou dans votre maison. Je suis Martin Bureau, vice-président innovation chez Sanexen. Je pense que le sujet de la présentation a déjà été mentionné. Un mot sur notre compagnie avant de commencer la présentation. Nous sommes la famille Logistec. Nous sommes l'un des principaux opérateurs de terminaux maritimes en Amérique du Nord et à travers la filiale Sanexen Environnement, l'un des principaux fournisseurs de services environnementaux au Canada. On compte plus de 3000 talents. Nous sommes fondés depuis 1952 et à la bourse depuis 1969. Sanexen, pour ceux de l'auditoire qui ne nous connaissent pas, c'est d'une part des technologies Altra, des technologies de solutions éprouvées pour l'eau, dont je ne parlerai pas ici aujourd'hui, mais c'est aussi des technologies environnementales, des services environnementaux, que ce soit la restauration de sites, la gestion de matières résiduelles, la végétalisation, l'analyse de risque, la vérification de conformité environnementale et le traitement de sol pour lequel on est reconnu partout au Canada. Aujourd'hui, on est rassemblés pour parler de l'autre crise du recyclage. Je comprends qu'il en a été question abondamment aujourd'hui. Il en sera question demain également, n'est-ce pas, M. Gérardin? Donc, ici, on a cité la presse. J'aurais pu citer n'importe quel média numérique ou imprimé, car la crise dont il est question fait l'objet de reportages de façon régulière et trop souvent, malheureusement. On parle, dans l'ouvrage ici cité, de l'ordre de 400 000 tonnes par année. Est-ce que c'est 350? Un peu moins, un peu plus. De toute façon, on ne sait pas les vrais chiffres, mais officiellement, là, on est de l'ordre de 350 000 tonnes par année. De quoi on parle? On parle des résidus de criblage des centres de tri CRD, construction, rénovation, démolition. Pendant la présentation, je vais y référer comme étant des matières fines. Ces matières-là présentent un enjeu environnemental, sociétal, voire économique, très important. Premièrement, ils sont massifs. On parle des quantités que j'ai mentionnées. Deuxièmement, c'est que leur enfouissement pose un réel problème, j'en parlerai dans un instant, si bien que leur disposition est difficile, voire impossible, compte tenu des défis opérationnels et économiques que ça représente. Puis par ailleurs, malheureusement, aujourd'hui, aucune valorisation ou option de valorisation, n'a été autorisée pour leur transformation et leur utilisation dans des matières ou des utilisations à valeur ajoutée. Si bien que si on ne fait rien, bien, on voit des 400 000 tonnes s'empiler un peu partout au Québec. Pourquoi l'enfouissement pose un problème en particulier? Bien, ces matières-là comportent une phase de matière organique importante qui, lors de sa transformation naturelle, la putréfaction, bien, va générer un milieu acide. Généralement, c'est sans oxygène, donc des conditions anaérobiques. Et la présence de gypse dans ces fines-là, donc le sulfate de calcium,
dans ces conditions-là, va générer des quantités importantes de sulfure d'hydrogène. Ce sulfure d'hydrogène-là, c'est un gaz qui a une odeur nauséabonde d'œuf pourri, donc qui cause des émissions non souhaitables pour l'environnement. Par ailleurs, c'est un gaz qui est fortement corrosif, ce qui empêche les lieux d'enfouissement technique, parce que ça interfère avec les systèmes de captation, de les capter efficacement. Donc, d'une part, ça les corrode, d'autre part, ça bloque la valorisation des gaz qui auraient été autrement captés. Et le gaz dont on parle, c'est un méthane. C'est un méthane qui a un effet de serre beaucoup plus important que le carbone. On parle de 25 fois, si bien que ça mène à des émissions fugitives, si les problèmes s'avèrent, importants. Donc, pour tout l'ensemble de l'œuvre, la disposition est souvent refusée ou compliquée dans ces centres de tri-là, et on reste avec un problème qui est entier. On salue le leadership du gouvernement du Québec et Recyc Québec qui cherchait à stimuler l'innovation en matière de gestion des fines. Il y a eu un appel de proposition il y a quelques années que Sanexen a remporté, ainsi que d'autres entreprises, qui ciblait essentiellement à identifier des débouchés à partir d'une caractérisation puis une compréhension, je dirais, exhaustive, très détaillée de ce dont on parle comme résidu fin de centre de tri. Nous, chez Sanexen, on le considère comme un gisement et non pas comme un résidu. 3 débouchés ont été étudiés, identifiés et qui sont sur le point d'être commercialisés. Là, j'en parlerai plus tard. Matériel de recouvrement, ça comporte son lot de complexité, certes, mais c'est certainement possible. Additifs dans la fabrication de matériaux de construction, et on y est vraiment prêt. Et l'utilisation des talus anti-bruit. D'autres applications sont en cours de développement d'ailleurs. J'en parlerai plus tard. Ceux de l'auditoire, je comprends qu'il y a une grande part d'experts dans la salle ou sur la ligne, mais il y a peut-être que tout le monde n'est pas vraiment au courant de c'est quoi une matière fine de centre de tri. En voici un exemple. Donc là, on parle d'une matière très hétérogène, de galvanométrie très variée, qui comporte quelque chose comme 40 en gypse, 30 en gypse, certainement 60 de matière vraiment fine. Ça comporte aussi du bois, ça comporte des résidus d'agrégats et ça comporte d'autres éléments qui peuvent être présents selon les sources d'où ils viennent. Le défi, évidemment, c'est de trouver une solution pour l'ensemble de l'œuvre, 100 de la photo que vous voyez là, dans des avenues viables de valorisation, viables sur le plan technique, mais certainement aussi sur le plan économique. On doit trouver des débouchés pérennes, donc il y a une certaine pérennité de l'opération, pour pouvoir solutionner ce problème-là. À travers, encore une fois, un autre appel à proposition du gouvernement du Québec et Recyc Québec, on est vraiment content de travailler avec eux. Sanexen, depuis à peu près 1 an, travaille sur la mise en place d'une démonstration à grande échelle, 2100 tonnes, soit dit en passant, des avenues de transformation des fines dans des matières à valeur ajoutée. On le fait avec 5 centres de tri d'importance au Québec qui représentent un volume vraiment important là, de la proportion dans les fines générées au Québec. Et ça nous permet d'une part d'être plugué avec le milieu et d'autre part d'avoir un aperçu de l'hétérogénéité des sources, des gisements sur lesquels on va travailler. Je tiens à souligner qu'on est sur les dernières étapes d'une autorisation environnementale pour réaliser notre démonstration technico-économique qui devrait se faire avant la fin de l'hiver, donc très, très bientôt. Les contraintes qu'on s'était posées chez Sanexen pour réaliser ça, premièrement, c'est d'éviter l'enfouissement de ces matières-là. On n'est pas contre l'enfouissement, mais ces matières ont une forte valeur, nous pensons, et l'enfouissement devrait être réservé pour des matières qui n'ont pas de valeur et pour lesquelles des débouchés économiquement viables ne sont pas possibles. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on souhaite l'éviter. Deuxièmement, on veut absolument les recycler, réintégrer. On est vraiment dans un modèle d'économie circulaire là, patent. Et évidemment, on veut avoir un impact positif sur l'environnement. Par ailleurs, on veut également que la traçabilité de ces matières soit installée de façon à aider les centres de tri, CRD, à démontrer aux autorités que les fines qu'ils génèrent du berceau au cercueil sont valorisées.
et donc, dans ce cas-là, avoir une proposition gagnante par rapport à d'autres avenues, par exemple, l'enfouissement. Alors, le but de la rencontre aujourd'hui, ce n'est pas de parler de traçabilité, mais j'aimerais souligner que Sanexen a un leadership en la matière avec ses partenaires, dans ce cas-ci, Avatec Immobilier. Sanexen avait initié le premier projet de traçabilité de matières résiduelles au Québec. C'était un projet de 50 000 tonnes de résidus issus des centres de tri qui s'étaient empilés illégalement là, sur la rive sud, la rive nord de Montréal. Donc, un projet important pour montrer que Sanexen est sérieux dans sa démarche. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire la genèse rapidement de ce qui se fait dans le domaine au Québec et construire sur ça pour présenter les solutions de Sanexen. Premièrement, on souhaite reconnaître la contribution importante de Metox, du procédé Metox, pour ceux qui le connaissent, un procédé de traitement minéralurgique des matières fines qui comporte, c'est un procédé complexe où on intègre ségrégation, hydrométallurgie et assèchement pour générer un extrait de très grande qualité. J'en ai vu, on en a utilisé, c'est vraiment épatant ce qu'ils ont fait. C'est un procédé qui est complexe, qui présentait des défis de rentabilité et d'efficacité. Je dois dire que tous les projets de ce type présentent de tels défis. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons, la pérennité des solutions de valorisation qui avaient été proposées fut mise en péril, mais la propriété intellectuelle est encore disponible et réside à l'INRS. Et on pense que ça devrait être exploré et supporté par Recyc Québec plus à fond. Par ailleurs, il y a des solutions alternatives à une authentique valorisation, du moins par la définition de Sanexen, soit la possibilité de création de cellules dédiées aux matières fines dans des LET. Le contrôle de paramètres critiques permettrait de contrôler la production de H2S et ça permettrait peut-être de générer des solutions rapides. Cependant, ça nécessite des investissements importants et des installations dédiées. Et pour nous, pour Sanexen, compte tenu de notre mission, ce n'est pas la solution de valorisation qu'on préconise, mais on pense qu'il y a de la place pour ce genre d'approche également. Par ailleurs, pour ceux qui sont nouveaux du domaine, je les invite à lire ça. Un article qui vient de sortir publié par le CRIC, Investissement Québec, l'Université de Laval et le laboratoire BioEngine, qui ont publié dans la revue nommée de façon très intéressante Waste Management en 2021, un article de revue complet, exhaustif, des centaines de références sur ce que sont les fines contaminées au gypse, comment on les caractérise, comment on les traite, et des avenues de valorisation. Et je vais construire là-dessus pour le reste de ma présentation. Dans cet article, les auteurs indiquent des additifs pour le ciment, des applications géotechniques, la captation de CO2 et des applications dans le domaine agricole comme étant des avenues valables pour la valorisation de ces matières-là. C'est sur ça qu'on a construit. Donc, Sanexen, en 2019, après une série de travaux qui ont duré environ 5 ans, a déposé un brevet fin de l'été, début d'automne 2019. Et je vous présente, dans le fond, les avenues de valorisation qui sont proposées dans le cadre de ce brevet-là et dont on est sur le point de faire la démonstration dès que les autorisations sont octroyées là, dans les meilleurs délais. Donc, vous reconnaissez la première photo, les matières fines de CRD. Ce qu'on souhaite, c'est dégager un grade ultra fin, un grade 1, qu'on l'appelle. J'expliquerai à quoi il nous sert dans un instant. Si on exclut ce grade 1-là du résidu de départ, on a un grade intermédiaire. Ce grade intermédiaire est essentiellement constitué de bois ou de résidus de bois, de matières à haute valeur calorifique, et de matières plus dures, plus denses, de type agrégat. Passons en revue à quoi servent ces grades 1, 2 et 3. Donc, premièrement, le grade 1, et c'est celui que je mentionnais en introduction, constitue un matériau de départ vraiment intéressant comme additif pour des matériaux de construction. On l'a introduit à 50 en poids dans des panneaux moussés. On salue le travail du Conseil national de recherche du Canada dans cette initiative-là avec nous. Et également comme charge mécanique ou inerte, selon le cas, dans des matériaux polymères ou composites. On peut en faire donc des panneaux moussés vraiment de bonne qualité, des propriétés mécaniques, thermiques, etc., vraiment valables.
et des échantillons composites ou des pièces plastiques dans lesquelles on déplace la matière plastique, donc des applications à valeur ajoutée assez importantes. Ici, on voit un exemple d'un panneau composite qui servirait à des pièces esthétiques, par exemple des comptoirs industriels. Alors, c'est des avenues qu'on a validées sur le plan technique et sur lesquelles on travaille avec des partenaires pour la commercialisation. Un autre avenue pour le grade fin, c'est les matières résiduelles fertilisantes. À travers la biotransformation de ce grade-là, et compte tenu de sa composante ou sa nature chimique, bien, on réussit à développer ou à produire un matériau qui correspond en tout point au guide de valorisation des MRS. Ce faisant, bien, on obtient une matière dans laquelle le calcium, le soufre et d'autres composantes deviennent biodisponibles. Et ça confère à cette matière-là des valeurs agronomiques vraiment intéressantes. Par ailleurs, ça n'a aucun effet sur le pH des sols. Ce n'est pas comme des résidus de chaux, par exemple. Donc, on a un matériau qui est fort polyvalent. Je ne suis pas agronome, mais je comprends également que ça confère des qualités agrégation des sols intéressantes aux utilisations ou aux débouchés là, dans ce contexte-là. Les applications ou les utilisations envisagées sont évidemment des recouvrements de dépotoirs, restauration minière, végétalisation de sites dégradés, production de terreaux industriels, aménagement paysager. Ce qui est intéressant, c'est que les centres de tri, bien, il y en a un peu partout et la solution que nous, on préconise est mobile. Donc, on peut se déplacer aux sources puis pouvoir réduire toutes sortes de coûts, par exemple reliés au transport, puis pouvoir faire des interventions géographiquement localisées. Le grade intermédiaire, c'est un grade qui est grossier, qui sert facilement, dont la teneur est faible, voire très faible en sulfate de calcium. Ça reste à démontrer à très grande échelle, mais nos pilotes de quelques centaines de tonnes l'ont bien montré. Et à partir de ce grade-là, on peut fabriquer, et nous l'avons démontré, des talus anti-bris qui sont tout à fait fonctionnels et qui présentent toutes les caractéristiques qu'on souhaite d'un talus. Certes, c'est une application qui nécessite une autorisation environnementale, mais lorsqu'elle est souhaitée et indiquée, bien, voici une application parfaite pour ce genre de résidus-là. Par ailleurs, on peut aller aussi avec le grade 2, avec une matière à haute valeur calorifique. Le précédent présentateur montrait un beau débouché pour ce genre de matière-là. Donc, voici un débouché fantastique. Ça pourrait aussi aller en valorisation énergétique plus traditionnelle. Et finalement, le grade 3, le grade des agrégats. Je tiens à préciser d'entrée de jeu que pour ceux de l'auditoire qui pensent qu'on prend des fines de CRD puis on les met dans un béton ou un enduit bitumineux, c'est pas ça le message, là. Si vous faites ça, il y a 80 de la matière qui n'est pas indiquée pour une telle application et ça ferait un enduit bitumineux ou un béton bien médiocre. Donc, ça ne passe absolument pas la barre. Non, ce qu'il faut faire, c'est trouver des avenues de valorisation pour le gros du volume, ou de la masse, je devrais dire, 80 dont 60 de matière fine. Et si on réussit à faire ça, là, cette application-là devient intéressante et elle tombe sur le sens, et pas autrement. Alors, cette précision étant faite, les applications évidentes, c'est les enrobés bitumineux, du béton, recouvrement de routes de chantier, aménagement d'écrans anti-bruit. Bon, on comprend que ce genre d'applications-là sont encadrées par le ministère de l'Environnement et il faut fonctionner dans ce cadre, bien sûr. Donc, ces résidus-là vont être classifiés en fonction d'éventuels contaminants. Ce n'est pas évident qu'il y en a, mais on va les tracer, les organiques, les inorganiques, les hydrocarbures pétroliers. Alors, on travaille avec le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique et Recyc Québec pour établir les meilleures voies de valorisation du matériel. Et on est sur le point de faire des belles annonces, on espère, pour l'autorisation de ces débouchés-là. Dans les meilleurs délais, ça va très, très bien de ce côté-là. Donc, je pense qu'on a bien présenté dans cette présentation, ces dernières 20 minutes, le modèle d'économie circulaire qu'on a en tête quand on aborde un projet de valorisation comme celui-là. Donc, le but, c'est de réintégrer ces matières-là dans des produits à valeur ajoutée en permettant de générer une pérennité économique, je devrais dire. Donc, on voit les exemples de panneaux de matériaux de construction, je devrais dire. Les matériaux de type MRF pourraient être là également des applications vraiment intéressantes pour des matières, pour générer des matières résiduelles fertilisantes. L'autre modèle, c'est d'utiliser ces matières-là triées de la bonne façon
pour réhabiliter les sites abandonnés ou dégradés et en permettre un développement économique, social, les retourner à la société alors qu'actuellement, ils sont en friche industrielle ou autrement. On pense à des sites miniers, par exemple. Ici, on a une photo anonyme, c'est voulu, mais vous pouvez mettre la photo que vous voulez sur le site que vous avez en tête. C'est indiqué et ça sera possible de le faire. Ce faisant, on génère bien sûr des bénéfices pour l'environnement parce que ça ne s'empile pas un peu partout, il y a beaucoup moins de camionnage, mais focusons sur les émissions fugitives. Si ces films-là ne vont pas à l'enfouissement, eh bien, on sauve en émissions fugitives 80 000 tonnes par année d'équivalent en CO2. 80 000 tonnes d'équivalent en CO2, c'est l'équivalent de 24 000 voitures, donc ça nous dit quelque chose, qui roulent 15 000 km par année. Donc, c'est une empreinte considérable. Si chacune de nos initiatives en valorisation ont ce genre de signature-là, eh bien, ça a beaucoup d'effets. La valeur de ces émissions-là, actuellement, vaudrait 2 millions de dollars. Donc, c'est l'environnement puis l'économie qui travaillent ensemble pour le bien de la société. Je pense que c'est un modèle valable. J'ai oublié de le souligner, mais ces retombées sont pour les 400 000 tonnes générées au Québec et notre procédé permet de traiter ces 400 000 tonnes dans un horizon de quelques années seulement. On vise plusieurs dizaines de milliers de tonnes dans les 12 à 18 mois. Avant de conclure, et c'est ma dernière slide, l'innovation, c'est la capacité de prendre des outils qu'on a dans notre boîte à outils et de les transformer en quelque chose qui a une valeur pour la société. Pour que ça arrive, des conditions gagnantes doivent être rassemblées. La première, c'est que les autorisations de solutions de valorisation doivent être octroyées. Actuellement, ce n'est pas encore le cas et je dois dire que c'est temps d'arriver avec des solutions à ces révisions d'autorisation. Je pense que c'est nécessaire. La deuxième, c'est de mettre en place des conditions qui favorisent un concept d'économie circulaire au détriment de solutions, je dirais, non durables, des solutions qui ne sont pas basées sur la valeur ajoutée de la réutilisation. Donc, je comprends que Recycle Québec, ce matin, a fait des annonces en ce sens. On les salue. Favoriser les conditions qui évitent l'enfouissement pour des matières qui ont de la valeur, c'est la bonne chose à faire. Et favoriser l'enfouissement pour les choses qui n'en ont plus et qui ne sont pas valorisables. Et finalement, bien, on souhaite que la traçabilité pour les films soit mise en place. Et ça, ce n'est pas au détriment des centres de tri, mais c'est avec eux pour les aider à montrer un avantage compétitif face à d'autres avenues qui, eux, ne sont pas valorisées. C'est une façon de montrer que du berceau au cercueil, le matériau trouve sa meilleure utilisation. Alors, ça complète ma présentation. J'espère que ça vous a intéressé. Je suis disponible pour des questions. Restez en santé. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, toujours la même formule. Vous levez votre main si c'est le cas. Et on vous permet d'ouvrir caméra, micro. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, Martine Lannoy. Alors, on va vous inviter à ouvrir caméra et micro, qu'on puisse vous voir et vous entendre. Ça ne sera pas long. D'autant qu'on ne manque pas d'électricité, là. On n'est plus stressé du tout. Oui, l'équipe technique s'en occupe. Bien, M. Bernardin. Ah, OK. Oui, bonjour. Bonjour. On vous entend bien, bonjour. On vous voit. Oui, mon nom est Martine Lenoir. J'avais une question. Je travaille au ministère de l'Environnement, mais je ne fais pas partie de l'équipe qui regarde spécifiquement l'autorisation qui est donnée à SNX5. Mais j'avais une question par rapport au produit final que ça pouvait potentiellement donner, c'est-à-dire les composites de mousse rigide, puis le truc en composite, puis le truc qui sert de mousse rigide, là, qui pourrait devenir des matériaux éventuellement disponibles pour faire de la construction. Est-ce
est-ce qu'on serait capable de remettre ça dans l'économie circulaire par la suite, de remettre ça dans la filière après utilisation, selon vous, ce que vous avez en tête de produire avec ça? Sur le plan technique, tout à fait. C'est tout à fait possible de réaliser cela. Je ne suis pas sûr des conditions économiques de faire cela, par exemple, là. Mais donc, les mousses peuvent être digérées chimiquement ou peuvent être brûlées. Donc, il y a toutes sortes de façons de récupérer une mousse de ce type ou un polymère de ce type. Digestion enzymatique, dissolution. Puis après ça, bien, la fine, elle, est ségrégée. C'est du calcium sulfate à quasiment 100 %. Et d'ailleurs, ce genre de fillers-là, si je peux les appeler ainsi, sont déjà utilisés dans ces applications-là, à forte teneur d'ailleurs. Donc, on est vraiment en train de... Tout à l'heure, M. Tremblay parlait de carbone biogénique. Bien, disons que là, on parle de charges qui sont déjà dans la chaîne de production, puis qu'on remet à une utilisation plutôt qu'aller les extraire du sol ou les produire par des procédés industriels, pardon. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. OK. Merci. Il y a M. Bernardin ici qui a une question, je crois. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pas pour l'instant. Alors, vous pouvez y aller. Sinon, oui. C'est à vous. Merci de votre présentation. On dit toujours que la meilleure façon de prévenir la génération des déchets, c'est de ne pas en faire. Puis dans le cas des fines, historiquement, c'est la présence de gypse qui a amené le déboulement de la situation. Ce qui est préconisé, puis je ne sais pas si vous l'avez entendu ce matin, mais je faisais la corrélation. Le gypse est au conteneur de chantier de construction, ce que le verre est au bac bleu. Ça casse puis ça contamine tout. Donc, au niveau de la table de travail sur le gypse, ce qui sort aussi bien pour assurer une qualité du gypse qui puisse être réutilisé soit chez les fabricants, soit en cimenterie, soit sur le domaine agricole, c'est si on peut déjà s'assurer que sur chantier, c'est trié, ça va être assurément la façon de privilégier. Ici, il n'y a plus de gypse qui rentre avec les déchets mixtes, bien, on n'en trouvera plus d'infine. Ma question est, dans le cas où ce serait ça, est-ce que ça vous amène une contrainte par rapport à votre procédé? Non seulement pour les fines, mais disons, si on faisait, pour le gypse, mais si on faisait ça pour le bardeau d'asphalte. En d'autres termes, si dans un monde idéal, tout au début de construction, ça a déjà trié sur un chantier, on comprendra que c'est chacun de ces bacs-là qui va être conditionné séparément, puis il n'y aura plus cette situation. Ma question à vous, c'est si cette tendance-là s'en va en augmentant, le fait d'enlever une des composantes ou plusieurs des composantes par rapport à votre procédé, est-ce que ça vous crée problème? Est-ce que ça risque de le mettre en péril? La réponse courte, c'est non. C'est sûr qu'il faut analyser le cas de figure. Nous, on travaille avec une équation qui est complexe, mais qui est essentiellement, on a des fractions à ségréguer le plus efficacement possible, puis à valoriser. Donc, il y a un signe de dollar, puis une densité, puis une proportion. Donc, s'il n'y avait plus jamais, par exemple, de gypse dans le système, les avenues de valorisation aussi proposées seraient tout à fait possibles et beaucoup plus simples. Si le gypse était pur, ce serait beaucoup plus simple de l'amener vers des applications agricoles, par exemple. Mais on pense qu'il va rester contaminé, si bien que le biotraitement, à brève échéance, pour 5 à 10 ans, reste quelque chose de probablement nécessaire. Mais non, on n'a pas besoin du gypse dans notre procédé pour qu'il marche, pas plus qu'on a besoin de bardeaux d'asphalte. On pourrait s'en passer certainement. Merci infiniment. C'est extrêmement important de savoir ça, de sorte que des choses qu'on peut faire en amont ne nuisent pas par rapport à des solutions en aval, par rapport avec ce qui pourrait rester. Absolument, absolument. Merci pour votre question. Merci. Merci, M. Bernardin. Merci, M. Bureau, pour cette présentation. Merci à tous.